Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver. Et vous le savez d'ailleurs que nous sommes à Boma. On n'est pas encore rentré. Nous allons rentrer déjà demain, dimanche. À partir de dimanche, si Dieu le veut, comme nous, chrétiens, on le dit souvent, on sera à Kinshasa à partir de 17h, 18h ou 19h. Et lundi, vous aurez déjà le plus beau numéro, c'est-à-dire l'actualité. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien m'entretenir avec vous, messieurs et dames, sur une question d'actualité. Nous sommes samedi. Et je tiens à vous le dire. Dans quelques heures, M. Kabila sera exposé par la justice aux poursuites judiciaires, selon l'article 99 de la Constitution, qui stipule qu'il faudrait que l'ancien président de la République, après 30 jours, à dater du jour où il part, à dater du jour de l'investiture du nouveau président élu, le président, l'ancien président, doit déclarer ses avoirs. Il doit les communiquer pour qu'ensuite on le communique au fisc afin d'évaluer réellement s'il y a eu enrichissement illicite, abus de pouvoir ou pas. À l'état actuel, si monsieur ne le fait pas, eh bien, il est exposé en justice. La Cour constitutionnelle, ça veut dire le parquet près la Cour constitutionnelle devra se saisir de cette affaire parce que, en principe, il est poursuivable là-bas. Mais attention, parce qu'il n'est plus président de la République, ce sera maintenant le procureur près la Cour de cassation qui devra en principe avoir un peu de courage pour le faire. Souvenez-vous qu'il y a là une semaine, j'en parlais, j'avais sonné l'alarme en demandant à M. Félix de déclarer ce bien lui aussi, parce que ça concernait les deux. Mais au-delà de tout, ça concerne tous les membres du gouvernement, le Premier ministre aussi, d'ailleurs. Et heureusement, Félix Tshisekedi, il l'a fait hier. Il a déclaré ses avoirs. Et j'aimerais qu'on discute un peu sur la question. J'en parlerai suffisamment aujourd'hui pour vous donner l'idée de cette loi. Pourquoi cette disposition demande au chef de l'État de le faire? Et surtout aux membres du pouvoir, du gouvernement de le faire. Mais en dehors de cela, il y a aussi les sanctions de l'Amérique maintenant contre M. Norbert Basengezi, M. Corneille Nangaa, M. Obem Inaku et beaucoup d'autres personnes que vous avez vues certainement les noms circuler sur la liste noire, entre guillemets. Il y a aussi une autre actualité, c'est l'ouverture de la maison Schengen, mais sous un autre label. Là, j'en parlerai pas beaucoup parce que de toutes les façons, je m'étais opposé sur l'hégémonie que la France voulait se taper, ou que cette organisation voulait se taper en Afrique, et surtout à Kinshasa, parce que vous ne retrouvez peut-être pas cette maison ailleurs, ou vous risquez de le trouver dans certains pays, mais vraiment pas beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi, pour que moi je parte en France, ou si je dois partir au Portugal, il faut que j'aille à cette histoire de maison Schengen. Je ne sais pas pourquoi on m'oblige à moi, Congolais, de le faire. Mais ça reste un sujet ouvert, ça reste un sujet à débattre, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je veux m'atteler sur les deux grands thèmes. Et puis, peut-être un autre thème aussi, c'est une actualité. Pourquoi le gouvernement traîne? Aussi, pourquoi M. Félix ne libère pas les prisonniers politiques? J'en ai parlé, mais je crois qu'il faut qu'on en parle encore parce que les faits sont têtus et les faits reviennent. Mesdames et messieurs, je reviens sur la question de notre premier thème. Notre premier thème va tourner autour de l'article 99, ça veut dire 99, comme on dit. Mais on doit comprendre un élément important ici. C'est que la loi, comme le disait Montesquieu dans son livre Esprit de loi, la loi a un esprit, mais aussi un corps. Ceux qui ne comprennent pas s'attaquent très souvent au corps de la loi, mais ne comprennent pas son esprit. Et si vous me permettez, j'aurais bien voulu brosser la Constitution dans son ensemble pour permettre aux Congolais de comprendre exactement c'est quoi l'esprit d'une loi. L'esprit d'une loi, c'est la volonté suprême de la loi. C'est l'âme que la loi cache. C'est le vouloir de cette loi. Ça transcende l'aspect physique. Voilà pourquoi dans certains pays comme en Angleterre, par exemple, comme en Israël, vous ne trouverez pas des constitutions écrites. Il n'y en a pas. Là, les lois sont écrites dans les mémoires des gens. C'est écrite dans la mémoire collective de toute une population. Ça veut dire que les lois sont imprimées dans le faire, dans l'agir, je veux dire dans le agir, et surtout dans la pensée. Le mot kanisi, tous les mabanzo y a peuple. Un peuple doit avoir un mabanzo. Un peuple doit avoir un makanisi. Vous ne pouvez pas
être un peuple si vous ne pensez pas. Vous ne pouvez pas être un peuple si vous n'imaginez pas. Vous ne pouvez pas être un peuple si vous ne concevez pas. En fait, le problème, c'est au niveau de la production psychologique, sociologique, juridique de ce que vous êtes en réalité. Il faut aller puiser dans le monde intangible pour sortir des vertus afin finalement de le prouver sur le monde tangible ici. Et pour ça, il y a une catégorie d'hommes qui le font, généralement, c'est la catégorie des initiés. Parce qu'un pays s'élève par la force de ses initiés. Mboka ezalaka na bato basimbaka bikila. Soko boza na bato basimbi bikila te, moi mboka na bino peut développer ezate. Aujourd'hui au Congo, les gens n'ont pas les mains sur la tête en train de réfléchir, les gens ont la main sur le poche en train de s'enrichir. Et du coup, nous faisons la course pour avoir et non pour être. Le beau Zali, on a oublié, on veut le beau Zui. Or, on ne peut pas avoir le beau Zui si on n'est pas. On ne peut pas avoir si on n'est pas. Vous devez d'abord être et puis avoir après. Si vous n'existez pas, vous n'aurez pas. Dieu, quand il se présente devant Moïse, il ne dit pas Moïse, voilà Moïse, j'ai tout. Je suis le Dieu qui a tout. Il dit je suis. C'est l'existence d'abord qui précède l'avoir. Mais nous sommes dans une société où on a inversé les valeurs, où le fait d'avoir vous prédestine à une sorte de grandeur. Et que le fait d'être vous prédestine à une sorte de petitesse. Et c'est là une société qui se meurt. Alors notre société avait bien voulu, l'idée du législateur, avait bien voulu prôner d'abord les valeurs. Ces valeurs-là sont des valeurs qui élèvent une nation, qui dressent un État, qui accroît un peuple, qui scrute un peuple, qui travaille un peuple, qui conditionne l'existence d'un peuple, qui assigne à un peuple des missions, et généralement des missions nobles, celui du partage. Des missions nobles comme celle du partage, allez dire, celle des échanges, de la justice, de l'équité et de l'éthique. Les vertus sont finalement véhiculées dans les lois. Ici, je vous parle de ce que Montesquieu veut dans ces trois fonctions traditionnelles. Montesquieu parle de loi. Montesquieu veut que dans une république, que les lois soient impersonnelles. Ça veut dire que les lois soient appliquées à tous les vivants. Et aujourd'hui, on a même ajouté un élément important à l'environnement. En réalité, l'environnement vit. Oui, l'environnement vit. Et parmi ces valeurs, il y a d'abord les valeurs de la justice, les valeurs de l'équité, comme je viens de le dire tout à l'heure, et les valeurs de la vérité. Un État sérieux devrait avoir honte de mentir. Le mensonge, en principe, devrait être un motif de cassation, un motif de privation, un motif de révocation. Un ministre ne ment pas. Un président ne ment pas. Un gestionnaire de la chose publique ne ment pas. Un père de famille ne ment pas. Un professeur ne ment pas. Mais au Congo, nous avons consacré, nous avons légitimé, institutionnalisé le mensonge. Or, le mensonge est le père de la tricherie. Aujourd'hui, je suis étonné que les gens disent « Ah, vérité des urnes, vérité des urnes ». Mais qui êtes-vous pour réclamer la vérité des urnes? Vous êtes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Nous sommes tous menteurs. Nous sommes une société qui ne se pose pas de vraies questions. Nous sommes une société qui se cache derrière la vérité de fait. Nous voulons aller là où nos intérêts se trouvent. Il y en a qui demandent aujourd'hui la vérité des urnes. Et il y en a qui ne veulent même pas qu'on en parle. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? En 2011, nous avons tous crié « vérité des urnes ». On était unanimes sur ce point. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un veut demander la vérité des urnes, « oh non, 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 c'est un perturbateur ». On n'est pas perturbateur quand on demande la vérité des urnes. Le problème, ce n'est pas celui-là. Mais le problème, c'est que celui qui demande la vérité des urnes, est-il un homme bien? Ou c'est aussi un menteur, comme tout le monde? Nous sommes tous des menteurs. Nous mentons à l'État, nous mentons au peuple, nous mentons à nous-mêmes. La politique au Congo est née de l'escroquerie, est née de l'égoïsme, je veux dire même en Afrique, est née de l'égoïsme. La politique a été dépouillée de son sens premier et de son sens noble.
celui de gérer la cité. Maintenant, la République, la politique est devenue une science de comment piller la société, comment s'enrichir rapidement et impunément. Et personne n'en parle. J'ai dit aux enfants hier, nous avons des parents voleurs, nous avons des oncles tricheurs, nous avons ces gens-là dans nos maisons. On les appelle d'ailleurs très souvent les Likondi à famille. Des Likondi à famille, c'était généralement de qui? Des voleurs de la République. Ah oui, ils étaient peut-être commerçants. Est-ce qu'ils ont déclaré l'impôt? Combien de fois ont-ils déclaré l'impôt? À qui ils ont payé l'impôt? Combien payent-ils leurs hommes? Combien payent-ils leurs salariés? C'est une question d'un peuple, une question des valeurs que nous avons finalement tourné le dos. Et nous sommes une société de corrompus. Personne ne peut se regarder dans les yeux et dire « Est-ce que je suis clean avec la loi ?» Je suis clean avec la loi. Tous ceux qui font les commerces au Congo, posez-leur la question. Posez-leur la question. Ceux qui font les commerces, sont-ils sérieux? Déclarent-ils convenablement leur avoir? Est-ce qu'ils déclarent leurs biens? Ou ils s'arrangent avec le commerce, avec le fossoyeur qui viennent chez eux, entre guillemets, avec des polos estampillés, des polos de la République ou des chemises de la République, avec des feuilles, des cartes de feuilles ou de papier, en disant que voilà la feuille de route que j'ai. Oui, ta feuille de route, tu peux l'avoir, mais est-ce que tu viens travailler pour l'État? On est tous des menteurs, on est tous des voleurs, on est tous des escrocs, on est tous des assassins de la République. C'est ainsi qu'il faut une nouvelle génération. Mais maintenant, le législateur, dans sa pensée, quand il évoque la Constitution, il veut réglementer l'État, réglementer la cité, réglementer le pouvoir public. Parce que ça, c'est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui le dit, et Montesquieu va le dire aussi d'une autre manière, mais ils veulent dire exactement ceci. Par la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Pour arrêter la barbarie des forts, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est ainsi que vous avez aujourd'hui trois grandes institutions que Montesquieu appelait des fonctions traditionnelles d'une république. Vous avez les législatifs, l'organe censé produire des lois, c'est-à-dire produire la norme. En lingala, molongo. Lingomba o esalaka molongo ya mboka. Po bato batambola na sembo. Bakba ya tena na loboko ya mwasi to na loboko ya mobali kasi batambola na sembo na bobangi bikila mpo mpo mboka eli loko basakana kana ngote eli loko nzete ba seka. Ça veut dire que c'est un arbre des interdits. C'est au niveau du législatif qu'on trouve des textes, qu'on trouve la norme, qu'on trouve des lois. Et nous avons de l'autre côté l'appareil exécutif. L'exécutif, c'est l'appareil qui applique, voyez-vous, qui met en musique les lois, qui les applique. Et nous avons l'appareil judiciaire qui dit le droit, qui réglemente la société, qui structure. Structurer, c'est l'exécutif, mais exécuter les lois maintenant, les appliquer, relève du domaine de l'exécutif, aussi du judiciaire. Et donc, quand on est dans un état comme ça, on est dans un état régulier, on est dans un état normal. Alors, d'où vient l'article 99 maintenant? Toujours dans le cadre des valeurs, pour empêcher qu'il y ait une sorte de disparité, parce que ce sont les frustrations sociales qui amènent à la guerre généralement, qui amènent au soulèvement, qui amènent à l'insurrection, qui amènent aux marches pacifiques et aux contestations, et généralement aux protestations qui fragilisent la bonne marche d'un État. Il est demandé à ceux qui veulent gérer l'État d'être en mesure de nous dire combien ont-ils dans leur compte en banque, combien leurs enfants gagnent avant l'exercice du pouvoir. Pourquoi, mes frères? Simplement parce que on ne peut pas tolérer ce qui se passe au Congo. C'est inadmissible et ça se passe aussi en Afrique. Je prends le cas du Cameroun. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, M. Biya, on l'appelle boss? Dans quel pays vous avez vu un président être le boss? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, l'homme le plus riche de l'Amérique n'est pas Trump. On dit de lui, il n'a que 3 milliards et quelques. Il n'a que 3 milliards et quelques de dollars. Mais vous avez un monsieur comme Bill Gates. Vous avez un monsieur comme Carlos Slim. Vous avez un monsieur comme... ils sont nombreux, je citerai beaucoup. Ils sont très nombreux.
Des gens qui disposent de capitaux énormes. Mais ce ne sont pas eux des politiciens. C'est vrai qu'ils sont dans les lobbying, mais ce ne sont pas eux des présidents. Ils ne sont pas présidents. Vous avez un président qui n'est pas le plus riche. À l'époque même de Delano Roosevelt, Roosevelt n'était pas l'homme le plus riche. Il y avait Rockefeller qui était riche. Il y avait Rockefeller, il y avait les autres. Il y avait Carnegie, il y avait beaucoup d'autres. Morgan et tout. C'était des puissances. Mais au Congo, en Afrique, vous avez des présidents plus riches que tout un peuple. Ils ont de l'argent qui dépasse le budget du pays. Vous avez un président au Congo ou un président au Congo-Brazzaville ou comment? Il peut avoir 20 milliards de dollars dans ses comptes. 20 milliards de dollars. Mais vous regardez le budget du pays, 4 milliards. Est-ce qu'on est sérieux? Comment un individu peut être plus riche que l'État lui-même? Alors que lui, il est payé par cet État-là. Mais comment on peut être un peuple, ces terres, devant ces disparités criantes comme ça? Alors il fallait arrêter cette barbarie-là pour demander à celui qui veut gérer l'État de nous donner des preuves. Et je veux vous lire l'article en question pour vous rafraîchir la mémoire, tout en vous signalant que Félix Tshisekedi, il s'est déjà débarrassé de la question. Et maintenant, il reste M. Kabila. Je vais vous lire la Constitution. Parce que c'est très important que les gens apprennent notre Constitution. Un jour, je parlerai essentiellement de la Constitution pour que les gens comprennent un peu ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons carrément aller aux articles. Hein. Pour ne pas aller dans les provinces, on va directement aller aux articles. C'est l'article 99. Si nous avons le temps, on va peut-être montrer les tableaux. Et je ne sais pas comment Omo va faire. Il va vous montrer les tableaux, comment ça va se passer. Alors, voilà ce que dit la loi. Avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, leurs biens immeubles. Ça veut dire même les chaises. Ça dit même les chaises, même les lits à coucher. Oui, chaises, lits à coucher, armoire, tiroir, immeuble, ça veut dire maison, tout alors, hein, maison, immeuble, tout ce qu'ils ont de meubles comme immeubles, ils doivent le présenter. Même une moto, même une voiture. Comme la dernière voiture avec laquelle j'ai vu M. Kabila avec, il n'a jamais roulé avec, mais on l'a vu avec cette voiture-là. Il doit aussi déclarer cette voiture-là. Alors, et voilà ce qu'on dit, ce que la loi dit. Hein, ce que la loi dit. Y compris action, part sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un président, par exemple, M. Tshisekedi, comme on dit, qui vendeur de pizza, on est d'accord. Mais si M. Félix Azalaki n'a usine wana, na entreprise wana, M. Félix avait une part, M. Félix doit déclarer sa part. Elle est de combien? Sa femme, elle est actionnaire où? Dans quel type d'entreprise? Combien elle a? Ses enfants encore à sa charge. Donc vous avez compris, c'est ça la portée de la chose. Part sociale, obligation, autres valeurs, compte en banque, son compte en banque, leurs biens immeubles, y compris les terrains non bâtis. Oh, j'ai un terrain en Gaba, on montre le terrain. Oh, j'ai un terrain limité, on montre. Terrain non bâti, forêt, plantation et terres agricoles, mines et tout autre immeuble, avec indication des titres pertinents. Ça veut dire tu ne vas pas nous dire ça c'est ma maison sans avoir maison. Parce que le législateur a précédé l'idée des gens. Vous savez, en Afrique, c'est possible. Avant d'être président de la République, quand on est pressenti président, on peut commencer à se faire beaucoup de choses. Oui, on peut commencer vraiment à se faire des choses. On peut même aller déclarer que Zambamoko Zayanga, comme président, comme ça, va déclarer Yango. Non, on dit qu'il faut avoir un titre pertinent. Et le titre pertinent, on va voir la date de l'acquisition de la parcelle. Qu'est-ce que tu as déjà fait là-bas? On va travailler sur tout ça pour voir. Du moins, c'est l'idée. Je ne vous parle pas de ce qui doit se passer. Pardon, ce qui se passe. Je vous parle de ce qui doit se passer. Je ne fais que lire la loi d'abord. Et puis après, on va aller à côté. J'ai du mal à parler des sentiments des gens. Je ne parle que de la loi d'abord. Et puis, il va déclarer le patrimoine familial inclut le bien du conjoint selon le régime matrimonial, des enfants mineurs
et des enfants, même majeurs, à charge du couple. Donc, parce que M. Félix est un enfant qui doit être déjà majeur, mais si cet enfant est si cet enfant est à la charge de M. Félix, cet enfant aussi, on doit savoir un peu de lui. Et donc, on doit savoir de lui. La Cour constitutionnelle, après avoir reçu la lettre, parce qu'on ne va pas amener les biens au niveau de la Cour, non, c'est la lettre, on a dit déclaration écrite. Lettre, la Cour va prendre cette lettre-là. La Cour communique cette déclaration à l'administration fiscale pour voir est-ce que vous avez payé pour toutes ces choses-là. L'administration fiscale prend la question, travaille la question et essaie de comprendre s'il n'y a pas de fraude, s'il n'y a pas malhonnêteté. Après maintenant, parce que la loi dit, faute de cette déclaration, en déant le 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Ça veut dire, si M. Félix n'avait pas fait ça hier, et qu'aujourd'hui, à minuit, M. Félix allait avoir des sérieux problèmes dans la loi, et il serait démissionnaire, et on allait organiser autre chose. Or, s'il était démissionnaire, c'est le président du Sénat qui allait prendre des pouvoirs. Très facile et très normal. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, la Chambre du Sénat reste encore valide, reste encore en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle Chambre. Parce qu'il n'y a pas encore élection sénatoriale. Donc, M. Kengwa Dondo allait être président de la République au cas où M. Félix n'avait pas déclaré ce bien. Mais il a déclaré de bien, donc il est quitte maintenant. Ça reste au niveau de l'administration fiscale de travailler pour voir s'il y a faute ou pas. Il y a faute ou pas. Alors, dans les 30 jours suivant les fonctions, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Mesdames et messieurs, ceci pour dire le cas de M. Félix Tshisekedi, c'était au début, et maintenant le cas de M. Kabila, c'est un peu à la suite. Ça veut dire quoi? Monsieur Kabila doit être en mesure de dire à l'État congolais, à la Cour constitutionnelle, voilà ce que moi j'ai gagné durant 18 ans de règne. J'ai ceci, cela. Mais ne vous en faites pas, ça ne sera pas durant 18 ans. Si on doit être honnête avec la loi, ça ne sera pas 18 ans. Ça va être certainement durant les 7 ans que j'ai passé. Ça veut dire depuis 2011 jusqu'en 2019. Ça va être comme ça. Mais ça ne sera jamais 2006. Parce qu'en 2006, il avait présenté c'est bien. En 2006, en sortant, je ne sais pas s'il avait présenté c'est bien ou pas. Ça, je ne me rappelle pas. Mais quand il est au pouvoir, voilà, je ne sais pas comment ça s'est passé dans ces temps-là. Mais maintenant, voilà, il sera redevable de ce qu'il a gagné pendant les 5 ans. Et il doit être en mesure de le prouver devant les fiscs. C'était justement pour faire comprendre aux Congolais que notre loi dit exactement cela. Donc, si vous connaissez M. Kabila, si vous avez des relations avec lui, il faut lui dire. Il est temps. Il est encore, l'heure où on tourne cette émission, tout ça, ceux qui 11 h. Mais quand on diffusera l'émission, il vous a certainement après. Mais, en tout cas, il n'est jamais trop tard. Jusqu'à minuit, le bureau est ouvert. S'il ne le fait pas, il faut que le procureur près la Cour de cassation se saisisse. Ou le procureur près la Cour constitutionnelle se saisisse. Mais généralement, dans son cas, c'est le président de la Cour de cassation qui devra se saisir du dossier pour finalement le poursuivre et savoir un peu pourquoi il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il y a abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a enrichissement illicite? Là, j'ai dit le droit. Je n'ai pas dit politique. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Est-ce que nos juges, je veux dire nos magistrats, sont assez outillés, courageux pour le faire? Quand on sait comment ils ont été nommés, ça reste une question. Mais il faut finalement terminer cette histoire en ayant une justice libre, une justice compétente, une justice qui ne dépendra pas de la présidence, mais une justice qui dépendra du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait maintenant travailler sur la question de donner à ce Conseil supérieur de la magistrature une certaine autonomie, et économique et politique. Si nous n'arrivons pas à donner la liberté aux juges, nous séquestrons toute la justice et c'est très compliqué. Parce que la justice élève une nation. Nous allons fermer cet épisode. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les, on va revenir. Mais il y a un élément important sur les sanctions de l'Union européenne et surtout de l'Amérique contre les autorités congolaises. Et les gens demandent, ils veulent savoir c'est quoi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, ces sanctions ne concernent pas le gouvernement de Félix Tshisekedi. Au contraire, l'Amérique veut en finir avec le régime Kabila.
Je vous ai dit l'autre fois que les Américains n'ont pas supporté ce code minier. Ils ne l'ont pas supporté. La révisitation du code était une provocation sévère à l'endroit des Américains. Ils n'ont pas accepté cela. Et vous avez vu les 10 dernières années, quand les relations avec l'Amérique commençaient à se détériorer, et même avec la Belgique commençaient à se détériorer, c'était parce que monsieur avait montré à la face du monde qu'il était proche des Asiatiques, qu'il était proche des Orientaux. Et je crois même que dans les 4 heures du temps qu'ils ont eu à parler avec Félix, je crois que c'est le conseil qu'il lui a donné. Ne fais pas confiance aux Occidentaux, essaie de travailler bien avec les Chinois. Regardez, vous allez vous rendre compte que même à l'époque de Mobutu, quand les relations ne marchaient plus avec l'Amérique, ils étaient retournés vers les Chinois. Et c'est avec lui que les Chinois sont entrés au Congo, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vraiment aller plus loin pour comprendre que même avec Kabila le père, il était beaucoup plus penché vers la Chine, surtout l'Asie. Il n'est pas seul. L'Union africaine a donné à la Chine la possibilité de construire le site qui abrite l'Union africaine. Souvenez-vous de Kadhafi qui a dit ouvertement qu'il était beaucoup plus amoureux de l'Asie que des Occidentaux. Donc l'Afrique a finalement compris qu'il faut se retourner contre les Occidentaux qui nous ont pillés pendant très longtemps. Et nous voulons faire face, nous voulons maintenant nous associer aux Orientaux. Mais c'est une très mauvaise lecture. Pour moi, c'est une très mauvaise lecture parce que l'Asie vient de se réveiller maintenant. Elle vient de se réveiller, elle a un appétit glouton. Elle a un appétit glouton. Lui aussi veut corriger des choses. Lui aussi veut envoyer des flottes militaires dans les côtes africaines. Lui aussi veut envahir l'espace africain. Lui aussi veut marquer son territoire. En réalité, en marquant son territoire, l'Asie ne vous colonise pas. Non, mais l'Asie vous détruit de l'intérieur sans que vous puissiez le savoir. Il vous détruit de l'intérieur en vous amenant de faux produits, de produits bon marché, mais vraiment des très faux produits. Vous pouvez acheter un produit chinois, vous le détruisez. Pardon, ça se détruit ou ça se détériore chaque 3 mois, mais vous l'achetez par exemple à bon marché, alors que si vous achetez le même produit chez l'Américain, ce produit reste chez vous pendant 15 ans ou pendant 10 ans, c'est vrai qu'il va être cher parce que c'est la qualité qui finalement est mise en jeu dans ça. Donc c'est simplement pour dire que tout ça n'a pas marché avec les Américains. Et ils ne pardonneront jamais, jamais du tout. Ils ne pardonneront jamais Kabila sur la question. Félix ne pourra rien faire pour protéger Kabila si les Américains sont contre lui. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, c'est la CENI qui est attaquée. Il reproche à la CENI, pas forcément la vérité des urnes, mais il reproche à la CENI l'absence de la transparence. Il reproche à la CENI beaucoup de corruption autour de la question de la machine à voter. C'est ce qu'on reproche au fils de M. Bassengezi, et c'est ce qu'on reproche même à M. Bassengezi lui-même, et on reproche à M. Nanga le fait de cette opacité. Le fait d'avoir vu et de n'avoir pas dénoncé. Et puis après, ça ajoute beaucoup d'autres éléments sur le tripatouillage, sur tout le reste. Mais les Américains ne sont pas contre Félix parce qu'ils sont prêts à travailler avec lui, ils l'ont dit. Donc, ceux qui disent que non, avoir contre Félix, c'est vraiment mal lire l'histoire. Parce que vous le savez que M. Cheo Kitundu, M. Lamer Mende, M. Beminaku ne relèvent pas de la gouvernance de Félix. Pas du tout. Il ne relève pas de la gouvernance de Félix. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État avec quoi? Avec une administration qui était déjà en fonction, un gouvernement qui n'est pas encore en train, qui au fait, on va dire, est démissionnaire, oui, mais qui est encore là en place. Ça veut dire un gouvernement qui assure les affaires courantes. Et quand un gouvernement assure les affaires courantes, ce gouvernement ne répond pas de façon technique au président élu, nouvellement élu, qui attend son tour de nommer un gouvernement et de finalement travailler dans le sens qu'il pense, dans le sens de sa vision ou dans le sens de la vision de la cohabitation. Ce sont des éléments que les gens doivent maîtriser pour ne pas raconter comme on raconte aujourd'hui. Oh, Assali, contre Félix, ce n'est pas contre Félix, ce n'est pas Félix qui est visé ici, c'est Kabila Joseph qui est visé, ce n'est pas Félix. Quand on attaque Minaku, quand on attaque Bassengezi, quand on attaque Nanga, ça n'a rien à voir avec Félix. Rien à voir. Rien à voir avec Félix, parce que le moment où ces attaques ont commencé, ces poursuites ont commencé, Félix était encore à l'opposition. Donc ça n'a rien à voir avec lui. Il faut attendre que le gouvernement soit installé, après la validation des mandats, bien sûr, définitifs de l'Assemblée nationale, et qu'on ait un Premier ministre, et qu'on ait un gouvernement. En ce moment-là, si un ministre est attaqué, on dira, ok, ça c'est Félix qui est visé. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore Félix. C'est M. Kabila qui est visé. Après tout ce qu'il a fait, on les cherche, on veut de lui, et bien ça sera à lui. Mais qu'est-ce que Félix doit faire pour ça? Je crois rien du tout. En même temps, je dirai rien. En même temps, je vais dire, bon, il peut faire quelque chose. Mais faire quoi? Parce qu'il sera maladroit. Que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, s'insurge en défenseur de ces gens-là. Il ne peut pas les défendre.
Il ne peut pas les défendre. Ces gens sont suffisamment grands, ils sont suffisamment instances judiciaires d'abord. On est dans des pressions politiques que l'on fait à ces gens-là. Donc je crois qu'il faudrait d'abord comprendre la question avant de vociférer et de raconter ce que l'on veut. Félix n'est pas impliqué dans ça, c'est Kabila qui est impliqué et c'est lui qu'on va poursuivre, c'est lui à qui on va, c'est lui qui va devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Mais maintenant, le problème va être où? Le piège, il est où? Le piège, c'est que l'Amérique a montré à la face du monde des personnes, je veux dire, non grata, dont la moralité pose un problème. Parce que ces gens-là, on ne les accuse pas parce qu'ils ont beaucoup de femmes, non. On les accuse parce qu'ils ont eu des problèmes dans la gestion de l'État. Parce qu'ils ont eu un problème dans la transparence de l'État. Et l'absence d'une justice sérieuse au Congo a donné la possibilité d'avoir une justice internationale pour s'immiscer dans nos affaires. On ne peut pas aujourd'hui dire non, on va les juger ici chez nous. Non, vous devez d'abord commencer à assurer à la face du monde que vous avez une bonne justice. Une justice libre et transparente. Si vous arrivez à le faire, ça sera une très bonne chose. Mais nous demandons à M. Félix Tshisekedi un élément. Moi, je le demande en tant que Congolais, en tant que Congolais citoyen, je demande à Félix Tshisekedi de ne pas nommer ou de ne pas laisser passer des ministres qui sont impliqués dans la fraude, dans la corruption, des ministres qui sont cités dans les rapports internationaux, des ministres qui sont cités dans Panama Papers, des ministres ou des autorités qui ont été cités une ou deux fois dans une affaire quelconque, sale. Ceux qui ont des problèmes de justice ne doivent pas faire partie de ce pouvoir. Quelqu'un m'a posé la question en disant, mais attends, et si aujourd'hui on revient, on pose la question à Félix sur les gestionnaires, quel est le profil? Non, mais le profil est simple. On doit revenir au niveau de la justice pour voir qui ont été impliqués dans quoi. Vous n'allez pas nommer des ministres qui ont des parcelles des gens, qui ont ravi des parcelles des gens, ou qui ont des plantations qui n'ont jamais déclaré. Pas possible. Il faudrait avoir des gens suffisamment moraux qui n'appellent pas de doute. Voilà pourquoi quelqu'un, encore une fois, me dit non mais Félix ne pourra rien faire, on va lui donner des noms et il va les nommer. C'est faux et archi faux. La loi ne dit pas ça. La loi ne le dit pas. La loi parle de la consultation. Et la loi parle de l'avis. Le dernier avis, c'est celui du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si j'étais Félix Tshisekedi ou un conseil de Félix, je lui aurais demandé, bon monsieur Félix, on est d'accord? Vous voulez former le gouvernement? Ok. Il y a la majorité au Parlement. Très bien. C'est le FCC? D'accord. Que le FCC te présente 5 noms. 5 noms. Et tu choisis dans les 5 noms, celui qui est moins sale. Dans les 5 noms, tu le nommes Premier ministre. Dans le ministère, essaie de regarder. Essaie de regarder et fais fonctionner ton service de sécurité, ton service de renseignement. Qui est qui a fait quoi? Quel est le parcours de chacun d'entre eux? Ça sera d'abord déjà un signal très fort. On ne devient pas ministre parce qu'on a été dans une histoire. Non. Il faut d'abord qu'on essaie de voir le profil moral de quelqu'un. Est-ce qu'il a été impliqué il y a cela 10 ans ou 15 ans dans une affaire quelconque? Oui ou non? Si oui, il n'est pas éligible, donnez-moi un autre nom. Et même quand on vous donnera des noms des gens bien, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été impliqués dans quoi que ce soit, monsieur le président, essayez de voir le profil qui correspond à la fonction. Ne nommez pas l'hydrocarbure un agriculteur. Non. Nommez à l'hydrocarbure quelqu'un qui a suivi un parcours dans l'hydrocarbure ou quelqu'un qui a écrit dans l'hydrocarbure ou quelqu'un qui prouve, qui montre des compétences suffisantes sur la question. Au ministère de l'Intérieur, je suggère que le ministère de l'Intérieur soit géré par un ancien policier, un général à la retraite, comme ça se passe très souvent, ou un ancien de service de sécurité. Ou alors, quelqu'un qui a étudié la sécurité à travers le monde. Ça peut être un membre de la diaspora ou quelqu'un d'ici, mais quelqu'un qui connaît la sécurité, qui connaît le renseignement, qui a l'idée de la fonctionnalité de notre police et de comment on peut faire pour avoir une police moderne et une police républicaine. Ne pas faire ça, c'est envoyer le pays dans l'amateurisme et ce n'est pas bien. Au niveau de l'armée, je suggère encore à M. Félix Tshisekedi un autre élément. Nommer au ministère des Affaires étrangères un ancien militaire à la retraite. On en a beaucoup. Généralement, à l'étranger, dans des pays sérieux, ce n'est pas tous, hein, mais dans certains pays sérieux, n'est ministre de Défense qu'un ancien militaire à la retraite. Ou celui qui a évolué dans les secteurs de l'armée. Ou celui qui a beaucoup écrit dans le secteur de l'armée. Ou celui qui a rendu de loyaux services à l'armée ou dans un travail connexe. À l'agriculture, je demande qu'on puisse nommer un agriculteur. Celui qui a un diplôme d'agriculture ou qui a fait preuve de beaucoup de connaissances d'agriculture. Quelqu'un de très innovant, quelqu'un de très pertinent. Et ça, nous pouvons le trouver dans beaucoup de partis politiques, c'est possible.
Donc on nous amène des gens là. Au niveau du ministère de la Justice, je demanderai la même chose. Un avocat ou un ancien magistrat. On ne peut pas amener un dramaturge là-bas. Non, on ne peut pas amener un musicien là-bas. Il est musicien, si c'est Jean Goubal par exemple, nommez Jean Goubal au ministère de la Culture. Si c'est le prof Liolo, pour qui j'ai beaucoup de respect, nommez-le par exemple au ministère de la Culture. Mais ce Liolo comprendra bien c'est quoi la culture. Parce qu'au Congo, on a comme l'impression que culture veut dire musique. Non, culture veut dire Bozalia peuple. Culture veut dire l'essence même profond. Culture veut dire l'identité d'un peuple. Et donc on doit aller dans ce sens-là. Pousser le raisonnement à aller de l'avant. Le ministère où on peut trouver des gens suffisamment moraux, le ministère de l'Éducation nationale, si on en a, aussi on en aura. Mais au ministère de l'Enseignement, s'il vous plaît, Monsieur le Président, ne remettez pas ce ministre à l'enseignement. Mettez un professeur d'université, parce que c'est incongru qu'un monsieur qui n'est même pas CT, qui n'est même pas assistant, qu'il organise une réunion de professeurs et lui dedans. Il va dire quoi, professeur? Qu'est-ce qu'il connaît des professeurs? Et du coup, les professeurs n'ont aucun respect à son égard. On ne le considère pas. Parce que son parcours en tant qu'élève n'a jamais été un meilleur parcours. Son parcours en tant qu'étudiant n'a jamais été brillant. Alors pourquoi vous allez faire de lui un ministre de l'enseignement supérieur? En plus, supérieur. Si vous voulez, faites de lui un ministère de l'enseignement maternel, si vous voulez. Parce qu'au moins, on est d'accord qu'il était à la maternelle. Ou primaire, on est d'accord. Primaire et secondaire, on est d'accord. Mais pas universitaire et supérieur. Non. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire, on est d'accord. Là, vous pouvez mettre qui vous voulez. Mais pas au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Là, on a des chercheurs. Alors, il faut lui-même qu'il soit chercheur. Vous avez un ministre qui n'a écrit aucun livre, mais il veut quand même être ministre de l'enseignement. Mais comment ça se passe finalement, bon sang? Je crois qu'on va terminer là. Mais retenez simplement que le Congo a encore de l'espoir. On peut encore respirer. Ce pays a besoin des gens sérieux, des gens honnêtes. Là, je n'ai cité que des ministères, hein, que de quelques ministères simplement. Mais on va développer après. Pour chaque ministère, il faut un profil. J'insiste, pas des gens qui ont été arrêtés pour quelque chose, poursuivis pour quelque chose et qui ont des sanctions internationales. Pas ces gens-là. Et pas tous les ministres qui ont travaillé à l'époque de Kabila. Parce qu'ils n'ont rien fait. On connaît tous leur bilan. Le problème, c'est qu'ici, on ne va pas nous tromper. On connaît leur bilan. Qui pourra revenir là-bas? Qui? Je ne vois pas. Donc, ils doivent tous rentrer dans les bureaux, encore qu'ils ne sont pas chômeurs, ils sont des députés. Ils peuvent rester à l'Assemblée nationale. Ah, il y a encore un élément important que j'avais oublié. Il y a encore un élément que j'avais oublié. Cet élément est d'aussi sérieux que possible. C'est la question des mandats. Il y a des gens qui ont posé des questions. Je répondrai peut-être à Kinshasa. Je répondrai à la question de savoir est-ce que les députés qui ont des mandats, comment ils vont faire? Je répondrai avec la loi pour vous faire comprendre cela. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand plaisir, on a pris beaucoup de temps, mais ça valait la peine. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.